Alors, on me dit que le sujet est ardu, moi je ne trouve pas. Bon, mon propos, je vais tout de suite le préciser, mon propos n'est pas, quand on parle de la souveraineté numérique française, de jeter un coup d'œil dans le passé, de parler du plan calcul qui a échoué, qui n'a pas échoué. Mon propos, en réalité, est plutôt de vous faire partager ce dont nous aurions besoin, en tant que pays, pour élaborer une véritable souveraineté numérique. Alors, du coup, ce que je vais faire, en fait, ce dont je vais vous parler, c'est que je vais prendre des choses finalement assez concrètes et je vais essayer de vous faire un tour d'horizon de ces sujets. Tour d'horizon qui, de toute façon, sera assez vaste, mais je vais essayer de le simplifier au maximum. Euh, une première précision d'optique, parce que je crois que c'est utile. On a l'habitude de définir la souveraineté en général de plusieurs façons. Alors c'est pas ici que je vais vous préciser ce que c'est que la souveraineté. Vous avez la définition de la souveraineté à la française, médiévale, donc les différents attributs de la souveraineté. Vous avez une autre définition qui n'est pas de moi, mais de gens qui se reconnaîtront, qui est en fait qui peut se résumer à la gestion de ses moyens et de son périmètre stratégique. Ça, c'est autre chose. Vous avez une autre définition, qui est une définition, on pourrait dire, allemande, en tout cas qui vient de Carl Schmitt, qui est celle qui revient à dire que la souveraineté, ou plus précisément, celui qui est souverain est celui qui a la pleine capacité de prendre la décision ultime. Voilà. Et quand on va justement s'attaquer au domaine du numérique, on se rend compte, ou en tout cas on peut se poser la question, de savoir si toutes ces définitions-là sont bien adaptées. Alors oui, elles sont adaptées évidemment dans un sens général, mais, et ça va être un petit peu mon propos aussi, ça va être de vous montrer que les choses sont un petit peu plus complexes, ne serait-ce que par une simple considération qui va peut-être vous surprendre. Je ne connais pas aujourd'hui de pays dans le monde qui ait la pleine souveraineté numérique. Et ne me dites pas les États-Unis, je vais vous expliquer pourquoi les États-Unis n'ont pas réellement la pleine souveraineté numérique. Personne réellement ne l'a. La Chine non plus, et la Chine d'ailleurs moins que les États-Unis. Euh, Ça tient à la complexité du sujet, ça tient au fait que quand on dit le numérique, on n'a rien dit en fait. Est-ce qu'on parle des réseaux, est-ce qu'on parle des routeurs, est-ce qu'on parle de la maîtrise des processeurs, est-ce qu'on parle des techniques de fonderie de processeurs, est-ce qu'on parle des données, de la capacité à mettre les données en silo à l'échelon national. En fait, le numérique, c'est tellement vaste que précisément, il ne peut pas. Je ne sais pas s'il ne peut pas y avoir de souveraineté pleine et entière, mais pour l'instant, aucun pays ne peut prétendre l'avoir. Autre chose, donc, du coup, c'est que ce que je vais mettre en place ici, ça va être finalement une sorte de discours qui revient à insérer la notion de progressivité dans la souveraineté. Pas de progressisme, faites pas dire ça, mais de progressivité. Voilà. Parce que du coup, ça va être important et que finalement, on va raisonner à la fois en termes de strates, de secteurs et de spectre de capacité. Voilà. Ça, c'est une autre chose. La dernière chose avant de commencer, dans les précisions de méthode, enfin deux autres choses plus précisément, je vais aussi beaucoup vous parler du logiciel libre. Alors, j'ai un passé et même un présent dans le logiciel libre, donc je ne veux pas non plus être accusé de vendre ma petite boutique, enfin, c'est pas ma petite boutique non plus, mais sachez simplement que aujourd'hui, le premier Gugus qui est capable de vous dire que un logiciel est une boîte noire dans laquelle personne ne devrait savoir ce qu'il se passe, bah écoutez, vous me l'amenez, c'est pas grave, c'est juste pas sérieux. En 2023, dans les faits, les choses ne se passent pas comme ça. On développe des logiciels, on a des processus, on a des outils. Les choses sont quand même un peu rationnelles. Je dis un peu rationnelles parce que contrairement à ce qu'on pense, l'informatique n'est pas un domaine totalement rationnel, ni même un domaine industriel. Mais en tout cas, vous entendrez beaucoup parler et du moins beaucoup de mes propos partiront aussi de l'hypothèse que nous utilisons du logiciel libre. C'est la vérité vraie, hein.
déjà aujourd'hui. Le logiciel libre, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel dont les termes et la licence d'utilisation vous confèrent 4 libertés. La première liberté, c'est d'accéder au code source du logiciel. La seconde liberté, c'est de pouvoir l'utiliser comme bon vous semble. La troisième liberté, c'est de pouvoir le modifier comme bon vous semble. Et la quatrième liberté, c'est tout simplement de pouvoir le redistribuer, alors selon les licences, soit comme bon vous semble, soit en maintenant les trois autres, plutôt les quatre autres libertés, voilà, trois autres libertés qui vous ont été conférées. Alors certains disent que c'est du logiciel bio, ça vient pas de moi, surtout que c'est une bonne image à mon sens, mais ça peut plaire au grand public, mais peu importe. En tout cas, le logiciel libre est un formidable vecteur pour la souveraineté numérique et certainement est un véritable vecteur pour le bien-être et l'autonomie individuelle et la capacité de tout un chacun à pouvoir apprendre et étudier les logiciels. Voilà. Donc, ça, c'était l'avant-dernière précision. La dernière précision, c'est qu'il me semble aussi très important dans cette matière, de compartimenter ce ce qui relève du secteur privé, les entreprises informatiques, que ce soit des fondeurs, que ce soit des éditeurs de logiciels, des intégrateurs. Mais ça, c'est un écosystème. Et puis, ce qu'on va appeler la concurrence. C'est-à-dire que vous avez des discours, surtout en Europe, sur la concurrence libre et non faussée, qui, appliqués au domaine du numérique, quand bien même on serait porté à les croire de manière générale, en termes généraux, ne s'appliquent absolument pas et ne sont absolument pas pertinents dans le domaine du numérique. Pour des raisons un peu compliquées, on va dire, parce qu'il y a ce qu'on appelle des lois d'effet de réseau, qui fait que lorsqu'un acteur devient majoritaire, il ne devient pas juste majoritaire, mais il devient majoritaire et quasiment monopolistique. Et donc, il faut faire très attention, disons, à laisser la place en toute intelligence au secteur privé, d'un côté, mais à laisser la place à tout ce qui relève, disons, de considérations du genre « Ah bon, on n'a qu'à laisser faire le secteur privé, vous allez voir, ils vont faire des trucs géniaux ». La plupart du temps, ça veut dire les Américains arrivent avec des centaines de millions de dollars, ils mettent en place un acteur ou deux qui sont très bons, techniquement, souvent il n'y a rien à dire, mais qui vont complètement parasiter le jeu. Voilà. Alors, on va commencer simple, on va commencer soft. Les gens qui font de l'informatique, c'est une blague. Sinon, euh, bon. La première chose, alors, quand on se réfère au cas de la France, la première des choses, c'est maîtriser, mais en général, il faut d'abord maîtriser nos communications les plus critiques, les communications essentielles, puis on opère par cercle concentrique, on élargit ça à d'autres cercles qui sont de moins en moins critiques. Quand on parle de communication critique ou essentielle, bah, très concrètement, on va parler des communications sur des sujets régaliens, sur des sujets militaires, donc ça va, grosso modo, ça va relever de tout ce qui relève de moyens de communication entre typiquement le chef de l'État, le Premier ministre, l'État-major, le ministère de l'Intérieur, pourquoi pas le ministère de la Santé, etc. etc. Donc les communications régaliennes. Et puis ensuite, on va parler on va élargir ça au système d'information ministériel, là encore avec une cartographie qui va mettre en place et en lumière les systèmes les plus critiques et les systèmes de moins en moins critiques. Ça, c'est quelque chose, en France, ça n'est pas le cas dans les autres pays, j'aimerais même dire, c'est quelque chose qui est fait. C'est quelque chose qui est fait. Alors, il y a toujours du perfectionnement, ces cartographies-là sont revues, l'isolation de certains systèmes critiques est évidemment maîtrisée, et en tout cas, elle est, j'allais dire, elle est surveillée et revue. C'est quelque chose qui peut notamment par l'ANSSI, mais souvent c'est le rôle principal, en tout cas, la mission principale qui relève de l'ANSSI va être précisément de pouvoir protéger ces périmètres-là. Voilà. Ça, c'est le niveau 0. Si vous n'avez pas ça, enfin, bon, c'est même pas la peine de commencer.
Euh, alors, ensuite, une fois que vous avez ça, vous allez très très vite vous apercevoir d'un petit détail, c'est que pour vraiment bien faire les choses, vous allez avoir besoin d'utiliser une cryptographie qui soit souveraine, c'est-à-dire une cryptographie qui, a priori, soit complètement maîtrisée sur le territoire national. Euh, alors, la cryptographie, je préfère le définir comme ça, euh, c'est tout l'ensemble des techniques et de l'algorithmique qui permet de pouvoir chiffrer des communications ou des données, ou parfois même d'ailleurs du matériel. Euh, tous les pays n'ont pas une cryptographie souveraine et autonome. Il y a aussi des pays européens, on ne va pas les nommer, qui pensent avoir une cryptographie autonome. Et ils pensent l'avoir. C'est bien. Parfois, ils prétendent penser l'avoir. Bon, ça, enfin, c'est autre chose. Mais dans le cas de la France, on peut très raisonnablement espérer, au vu à la fois de la formation de nos universitaires et des grandes écoles et des écoles d'application militaire, etc., que on a on a d'excellents même ingénieurs et savants qui pratiquent cet art critique à bien des égards. Je vous rappelle, sans faire de la très très grande histoire, que ce qui a pu se passer avec Enigma pendant la Seconde Guerre mondiale, où il y a eu un excès de confiance précisément des forces allemandes dans leur propre cryptographie, ça aura quand même coûté cher, il me semble. Donc vous voyez que déjà à cette époque, on avait une capacité de tromper l'ennemi et de pouvoir lui faire croire que ses communications étaient réellement sécurisées, alors que ça n'était pas le cas. Donc c'était déjà quelque chose qui est très important et aujourd'hui c'est juste pérennement essentiel. Voilà. Aujourd'hui donc en France, ça c'est quelque chose qu'on a. Le véritable souci de ce point de vue-là, ça va être que finalement, comme cette cryptographie est plutôt d'ordre gouvernemental, on n'a pas réellement. Alors c'est pas qu'on ne peut pas, c'est pas qu'on ne sait pas, c'est que dans les faits, on ne déploie pas finalement de la cryptographie qui soit sur un éventail large, c'est-à-dire une cryptographie qui soit, on va dire, vraiment très confidentielle d'un côté pour certains usages, et une cryptographie plutôt destinée à des usages un peu plus civils, peut-être même destinée au grand public d'ailleurs, euh, tout simplement parce que le marché, les usages, les applications et les données sont quelque chose que nous ne maîtrisons pas toujours. Et en réalité, dès que vous avez des systèmes d'information euh, j'allais dire normaux, ministériels, ou même des systèmes d'information qui sont présents dans des entreprises essentielles d'ailleurs, vous allez vous apercevoir assez simplement que vous n'utilisez pratiquement rien de français. Vous utilisez des logiciels souvent américains. Vous utilisez Apple, Microsoft, on va les donner, Google, et ça, c'est pas quelque chose sur lequel vous allez pouvoir être souverain très, très longtemps. Mais en tout cas, on a, de ce point de vue-là, en France, on a tout à fait le savoir-faire et les compétences intellectuelles pour pouvoir non seulement maîtriser ce genre de choses, mais continuer la recherche. Ce qui est, enfin, il faut quand même le souligner, c'est pas quelque chose qui est à la portée du premier venu. Euh, de ce point de vue-là, j'allais dire, cette partie de mon exposé, je vous dis qu'on va commencer simple. C'est quelque chose qu'on fait, ou qu'on est en train de faire, ou qui est fait partiellement, et qu'on pourrait améliorer. Et c'est déjà énorme, enfin c'est déjà énorme. C'est essentiel, mais je vous assure que par rapport à plein d'autres pays, même par rapport à nos voisins, c'est quelque chose que nous avons et qu'ils n'ont pas. C'est très très clair. Euh, Maintenant, comme je viens de vous le dire, le vrai souci est ailleurs. Le vrai souci est le fait que finalement, nous n'avons pas réellement, dans les logiciels que nous utilisons tous les jours, des logiciels qui soient développés en France par des acteurs français. En réalité, nous utilisons des téléphones Android, nous utilisons des iPhones, nous utilisons, excusez-moi, hein, je balance des marques, mais vous les avez tous, donc c'est pas la peine de se cacher. Vous utilisez tous des systèmes d'exploitation sur votre PC ou votre Mac, etc. Et rien de tout ça, en réalité, n'est développé en France. Rien de tout ça, pavillon français, pour dire les choses très concrètement. Et si
je ne sais pas, moi, si vous travaillez pour une entreprise X, Y, Z, quelle qu'elle soit d'ailleurs, qu'elle soit française ou Polydec, de toute façon, il y a aussi fort à parier que vous allez utiliser des logiciels ou des plateformes qui elles-mêmes ne sont pas non plus françaises. Pour autant, et c'est là aussi quand même à signaler, il existe en France un écosystème des entreprises du numérique qui est tout à fait performant et unique en Europe. Je le dis, unique en Europe. Alors il y a de tout pour les coups, mais il faut quand même le signaler. Voilà. Maintenant, on va commencer à rentrer un petit peu plus dans, je ne vais pas dire dans l'abstrait, mais dans le souterrain. Là, je vous ai parlé des applications. Les applications manipulent de la donnée. Alors, ne vous inquiétez pas, l'Union européenne fait bien les choses. Non, alors c'est pas l'Union européenne. Malgré l'Union européenne, on a bien fait les choses. À peu près bien. Il existe, grâce à quelques activistes, et au réseau des CNIL, enfin je les appelle les CNIL, c'est pas leur nom, les CNIL européennes, une volonté farouche de s'affranchir et de libérer les données des pays européens, c'est-à-dire des citoyens, des entreprises et des gouvernements, de la mainmise de l'influence nord-américaine, chinoise, enfin de l'influence de pays étrangers. Voilà. Y arrive-t-il? Non. Mais celui qui se fait prendre, ça commence à lui coûter très cher. Et rien que ça, c'est déjà une certaine victoire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je ne vais pas trop vous parler des données. Vous savez, quand vous arrivez sur n'importe quel site web, que vous avez un clicodrome général où vous dites oui, oui, j'accepte ou je n'accepte rien, etc., etc. Ça, c'est dû à la RGPD, qui est un régime de la protection de la donnée individuelle, bien sûr, qui fait qu'en théorie, on ne peut pas faire n'importe quoi avec vos données. Dans les faits, ça reste assez vrai. Après, il y a toujours des petits malins, c'est autre chose. Mais il existe d'autres régimes de protection de la donnée. Vous avez des régimes de classification de la donnée, pour lesquels, qui sont nationales, lorsque ce sont des données sensibles, et puis vous avez des données sensibles qui appartiennent aux entreprises. Malheureusement, même si au niveau sectoriel, je pense notamment aux données bancaires, vous avez des régulations techniques et des référentiels qui sont tout à fait rigoureux, écoutez, dans les faits, souvent ces données atterrissent sur des grandes plateformes de cloud. Et là, normalement, on vous dit que vous avez signé plein de papiers et tout va très bien se passer. Moi, je ne sais pas exactement ce qu'il advient de la donnée qui a franchi l'Atlantique. Voilà. Je vous dis ça, je ne dis rien. Maintenant, quand je vous dis que la donnée a franchi l'Atlantique, si elle peut franchir l'Atlantique, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on a des réseaux. Que les réseaux, il y en a partout en France. Les réseaux, à un moment, ça finit dans des plus gros réseaux, c'est-à-dire dans des vrais tuyaux avec des câbles, et que parfois ces câbles arrivent sous la mer. Et des réseaux sous-marins, il y en a dans le monde entier. S'il n'y avait pas de réseau sous-marin, il n'y aurait pas d'Internet. Il y a des choses aussi simplement que ça. Et ces réseaux, avant de passer même sous la mer, vous avez deux points critiques. Vous avez le réseau en lui-même, mais je peux vous dire qu'il y a toute une industrie de gens qui posent des réseaux, des câbles sous-marins. Vous avez une grande filiale d'Orange, par exemple. Pour le coup, parlons d'une société française. Vous avez Orange Marine, c'est joli, Orange Marine. Orange Marine, c'est des gens très sérieux qui ont des bateaux qui sont en permanence sur les océans et à quai en France, notamment au Havre, et qui vont soit poser des câbles, projet un peu moyen long terme, soit des bateaux qui sont prêts à aller réparer des câbles sous-marins. Voilà. Mais alors les câbles sous-marins, c'est très intéressant parce que il peut y avoir des tempêtes, donc de la dégradation de câbles sous-marins. Il peut y avoir des gros poissons, souvent des gros poissons avec des, vous savez, des drôles de numéros. Vous voyez, poissons un peu gris, qui battent pavillon. Voilà. Puis alors eux, ils arrivent, comme ils passent, ils endommagent. Vous voyez, ils mettent des petites pincettes comme ça, ils peuvent
voilà, le réseau, on peut entendre ce qu'il y a. Donc ça, c'est aussi une activité marine et sous-marine qui est devenue un sport international aussi. Ça existe. Pour nous dire que bon, les communications sont quand même espionnées et qu'il y a beaucoup de gens qui ont quand même grand intérêt à venir capter le réseau. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que nous devrions maîtriser, que nous maîtrisons normalement lorsque ça rentre dans nos eaux territoriales, mais lorsque vous regardez la carte du domaine maritime de la France, qui est le premier ou le second domaine maritime au monde, vous vous rendez bien compte qu'il n'y a pas de continuité géographique entre La Réunion, la Polynésie française, Le Havre et la Corse, parce qu'elle est encore française. Donc c'est très très compliqué. C'est-à-dire qu'on n'est pas, nous-mêmes ne sommes pas réellement en mesure de protéger et d'assurer le trafic de nos données, j'allais dire de Paris à Pointe-à-Pitre par exemple. Ça, on ne sait pas le faire. Je veux dire, physiquement, on n'y arrive pas. Bon, rassurez-vous, personne n'y arrive, hein. C'est pas le sujet. Mais je tenais quand même à mettre ce point d'attention. Ça, c'est un point chaud, un point critique. Deuxième point critique, celui-là, il n'est pas sous la mer, il est tout simplement sur le cœur de réseau. Sur le cœur des réseaux et les centres de réseau. Les réseaux, c'est pas que des câbles. À un moment, il y a des machines, on appelle les routeurs. Alors les routeurs, il y en a de toutes les tailles. Normalement, vous en avez tous chez vous en avez un chez vous. Vous appelez ça une box. C'est un routeur. Voilà, c'est un tout petit routeur. Mais les routeurs d'Internet, c'est-à-dire les routeurs de Monsieur Internet, ils sont très très grands. C'est des armoires en fait. Vous en trouvez dans des grandes entreprises parce qu'elles ont plusieurs sites, etc., etc. Et donc c'est important, disons, d'avoir une capacité à alimenter en fait tous les employés et tous les postes avec un réseau. Et puis vous avez bien entendu les opérateurs. Les opérateurs, ils ont normalement deux types, on va dire, de routeurs. Ils ont des routeurs de cœur de réseau téléphonique. Donc ça, c'est extrêmement sensible aussi, puisque en réalité, vous devez absolument maîtriser votre cœur de réseau téléphonique. Vous ne pouvez pas laisser, disons, une capacité d'espionnage par une puissance tierce parce qu'elle aurait la maîtrise de la technologie de ce routeur. Et puis, vous avez aussi des routeurs. Alors aujourd'hui, ces deux choses commencent à fusionner, mais vous avez des routeurs réellement réseau classiques. Et là aussi, donc c'est des choses assez grosses. Typiquement, je parlais d'Orange, mais il pourrait y avoir d'autres opérateurs. Ils ont effectivement des centres de données. Et là-dessus, vous avez des routeurs. Et c'est fondamentalement ce qui vous amène à Internet, quoi. Voilà. Là-dessus, on a un petit problème. Il n'y a pas réellement, à ce jour, d'offres françaises, il n'y en a pas, c'est très clair. Et d'offres européennes, il y avait Nokia Alcatel, mais enfin, c'est pas. C'est généralement pas ce avec quoi on s'équipe, avec deux sociétés, que sont Cisco et Juniper, comme leur nom indique, ce sont des technologies purement américaines. Et il faut être très clair, ce sont des outils américains qui sont placés sous législation américaine pour les besoins de la cybersécurité globale, il est évident que nos amis américains interviendront là où il le faut pour vous sécuriser. Ça, c'est un vrai problème parce que, pour le coup, on n'est absolument pas souverain sur ces sujets. On n'est pas souverain, c'est-à-dire qu'on est capable de faire de l'isolation réseau, on est capable de faire des choses comme ça, mais en réalité, on ne maîtrise pas réellement ce qui se passe dans ces machines, et on n'a pas, à ce jour, on n'a plus, on n'a pas la capacité industrielle de pouvoir remonter, de pouvoir monter, de pouvoir proposer ce genre de machines. Ce sont c'est quand même de la très haute technologie, et aujourd'hui, n'importe qui vous dirait, oui, mais y a-t-il même un marché? Parce qu'une fois que vous avez réalisé un routeur comme ça, il faut être quand même capable de le vendre. Ça ne coûte pas, c'est pas le prix d'un iPhone, il faut être très très clair. Ça vient avec un contrat, avec de la maintenance, etc., etc. Et aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on fait. C'est pas quelque chose qu'on fait en France, c'est pas quelque chose qu'on fait en Europe d'ailleurs. Et c'est clairement, à mes yeux, un point de bascule en fait, pour arriver à quelque chose, à un État plus souverain numériquement. Il y a aussi autre chose,
Alors, c'est quelque chose qui est un petit peu plus... Enfin, qui peut arriver, qui peut sonner comme étant très menaçant. Il faut être en mesure de juger et d'évaluer certains types de flux sortants du territoire national. J'ai pas dit qu'il faut faire quelque chose comme la grande muraille virtuelle de Chine. C'est pas du tout ce que je dis. Je dis simplement qu'il existe toute une série de flux sortants qu'on ne maîtrise pas parce que ce sont des flux qui viennent de certaines plateformes et qui sont enfin des plateformes de grands acteurs du cloud. Et ce sont des flux sortants qui, en théorie, voilà, existent pour les besoins de service, pour les besoins du service de la plateforme. Mais il a été démontré plusieurs fois que dans ces flux sortants sortaient des données sensibles d'entreprises françaises. Alors, ça sortait par mégarde, ça sortait parce qu'il fallait que ça sorte techniquement, ça sortait sans même que l'entreprise le sache, peu importe les scénarios. Mais là aussi, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet. Lorsque on est capable de vous dire, je ne vous dirai pas le nom de la plateforme cloud, mais c'est une très grande plateforme cloud, lorsqu'on est capable de vous dire, bah, vous savez, oui, vos données sont protégées, néanmoins, les identifiants de connexion ne sont pas des données. Et donc ne tombent pas sous le régime de la RGPD. Et donc il est très très important que ces données aillent directement aux États-Unis. Donc ça veut dire quand même que cette plateforme sait quasiment en temps réel qui se connecte, qui fait quoi, mais aux États-Unis. Donc c'est-à-dire c'est quand même assez limite du point de vue, du moins, de la philosophie de la RGPD. Et donc vous avez en fait toute une série, j'allais dire, de phénomènes de ce genre qu'il conviendrait peut-être d'étudier de plus près. Voilà. Ça, c'est une autre chose. Je pense aussi qu'on ne coupera pas à une véritable loi, ou en tout cas une véritable régulation sur la protection des données industrielles et commerciales. Aujourd'hui, on a des choses sur le secret des affaires, mais qui ne protègent pas réellement contre cela. En réalité, c'est quelque chose qui fait plus faire taire des gens, on va dire ça comme ça. Mais surtout, on n'a pas une loi ni une régulation qui soit réellement adaptée précisément à ces sujets et à ces enjeux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je vous le dis, les données peuvent quitter le territoire national, tout le monde s'en fout, on va être très clair. Et d'ailleurs, peu de gens sont capables de le mesurer et de s'en rendre compte. Voilà, donc ça c'est pour les réseaux et les centres de données. Je vais passer maintenant à quelque chose qui est, je vous ai dit, on commence vraiment à entrer dans le souterrain. On va parler du matériel et des processeurs. Alors, les matériels et les processeurs, ça ne vous aura pas échappé qu'on ne fait pas vraiment de processeurs en France et en Europe. Alors on en fait, certains. Vous avez tous entendu parler de ST Microelectronics. Mais ST Microelectronics, ça ne fabrique pas les processeurs qui sont dans vos téléphones, et ça fabrique pas non plus, enfin certains téléphones, mais ça fabrique pas généralement les processeurs qui sont dans vos téléphones, et ça fabrique pas non plus les processeurs qui servent à faire marcher vos ordinateurs, ni les serveurs, etc. etc. Alors c'est en train de changer, et ça change sans que ça change, c'est-à-dire que, je vous le dis, l'Union européenne fait bien les choses. Tout d'un coup, des gens se sont rendus compte que quand même, on ne pouvait pas laisser le marché des processeurs et sa fabrication complètement nazi. Alors les premiers qui s'en sont rendus compte sont les Américains, parce que c'est là que quand même, voilà, je vous avais dit que les Américains n'étaient pas totalement souverains numériquement. Les Américains, en réalité, ne fabriquent. Vous avez Intel, vous avez AMD, vous avez des choses comme ça, mais ça n'est pas eux qui maîtrisent le processus de fabrication de leurs processeurs. C'est une société taïwanaise, qui s'appelle TSMC, Taiwan Semiconductor. C'est pour vous dire que quand vous demandez pourquoi les Américains se prennent la tête sur Taïwan, vous avez la réponse. Maintenant, si vous voulez aussi vous demander pourquoi les Chinois n'envahissent pas Taïwan, vous avez aussi la réponse. Mais donc c'est un problème, vous avez une espèce d'hyper-concentration sur un acteur. C'est pas le seul fondeur, mais vous en avez d'autres. Ils sont tous taïwanais. Voilà. La raison tient principalement à un facteur, qui est un facteur capitalistique. Aujourd'hui, quand Intel veut faire fabriquer ses puces,
mais on parle de milliards et de milliards de dollars d'investissement. C'est pas, je veux dire, excusez-moi, mais l'usine Renault derrière, mais tout le monde rigole. C'est en termes de haute technologie, en termes de voilà d'investissement, de personnel qualifié, d'automatisation, de sécurité. Vous avez des salles blanches après salles blanches après salles blanches. Vous n'y entrez pas comme ça. Enfin, voilà, bon, c'est très perfectionné. Et ça demande un tel capital que, voilà, même une société comme Intel ne peut pas nécessairement prendre le risque de dire bah, je vais ouvrir un truc, une chaîne de production et je vais tout faire moi-même. Ça ne se fait plus. D'ailleurs, on parle de Taïwanais, les TSMC, eux-mêmes ne sont pas totalement indépendants parce que la machine qui grave le processeur, le graveur de processeur, si vous permettez d'utiliser des mots très français, n'est pas taïwanais. Ils sont faits, c'est un quasi-monopole, par une seule société dans le monde, une société hollandaise, ASML. Là encore, hyper concentration. Là, plutôt dû au fait que le marché est un peu même concentré, donc bon, vous n'allez pas avoir 19 fournisseurs pour une seule société. Donc, là encore, vous avez des points critiques. Et ces points critiques sont très difficilement maîtrisables. Si vous avez vaguement suivi, cet été, au début de l'été, l'Amérique a signé avec TSMC un deal qui montait à plus de 10 milliards de dollars. Et pour 10 milliards de dollars, TSMC a accepté d'ouvrir une usine dans l'Arizona, donc une fonderie de processeurs. Et il va y en avoir encore une autre dans l'Ohio. Biden s'est quand même déplacé à l'inauguration de l'usine. C'est pour vous dire que les choses sont quand même regardées de très près. Et dans ces 10 milliards de dollars, il y a un début de commencement de transfert de technologie. Parce que ça devient trop compliqué. Alors que font les Européens? Je veux dire, les Européens. Les Européens se sont aussi rendus compte qu'il y avait quand même un cheveu sur la soupe, dirait l'autre. Et alors ils ont souhaité eux aussi commencer à attirer des fondeurs et Intel et AMD sur leur territoire. Quand je dis sur leur territoire, je parle du territoire allemand, donc ça soit très clair. Bon, c'est très bien, enfin c'est un début. Plus sérieusement, il y a plusieurs projets de recherche qui sont regroupés dans une seule initiative, qui est l'initiative européenne des processeurs, dans laquelle les Français sont assez bien insérés d'ailleurs, qui consiste non pas à aller répliquer ce que fait le voisin, mais à commencer à perfectionner toute la chaîne logicielle et matérielle qui est nécessaire pour d'autres architectures de processeurs, à savoir ARM et RISC-V, qui sont d'autres types de processeurs. Et ce sont disons, des familles de processeurs dont l'usage monte de plus en plus. Voilà. C'est un projet qui, en termes d'investissement, est important, mais qui ne se chiffre pas, en termes industriels, encore là où peut aller TSMC. On verra ce que ça donne. C'est quelque chose qui est très intéressant, c'est quelque chose qui est stratégique. D'ailleurs, chose intéressante, les technologies utilisées et étudiées et développées par l'initiative européenne des processeurs sont à peu près, voire exactement les mêmes, qui sont utilisées et étudiées par les Chinois. Parce qu'eux-mêmes se sont rendus compte que ça ne pouvait pas durer et qu'ils devaient être autonomes, eux aussi, sur ces questions-là. S'il y a des gens qui me demandent mais que font les Russes, je ne sais pas ce que font les Russes. Les Russes avaient des processeurs et des technologies de processeurs qui leur étaient propres au temps de l'Union soviétique. Mais la plupart des gens qui travaillaient sur ces processeurs sont partis aux États-Unis. Voilà. Je ne sais pas ce qui en est resté. Voilà. En tout cas, pour ce qui relève du matériel et des processeurs pour la France, la première chose, à mon avis, qui me semble être critique, c'est d'assurer ce qu'on appelle une chaîne d'approvisionnement sûre et non teintée. Ça, c'est déjà le cas parce que vous allez avoir des sociétés françaises qui sont capables d'assembler, bien entendu, des serveurs et des PC. Vous avez même des sociétés françaises qui sont capables de designer, en fait, des serveurs de très haut niveau. Maintenant, elles ne vont pas les fabriquer elles-mêmes. Pas nécessairement. Elles vont les commander, disons, chez les grossistes qui sont à Taïwan, qui sont en Chine, parfois en Corée. Voilà. Donc vous allez avoir ça. Mais déjà, le fait qu'on soit capable d'assurer
chaîne d'approvisionnement qui soit sûre et non teintée. Quand je dis sûre et non teintée, c'est-à-dire que quelqu'un n'a pas touché entre le lieu de production et le lieu de livraison, personne n'a touché à ce matériel pour mettre, par exemple, des dispositifs espions. Voilà. Ça peut arriver, ça s'est déjà fait dans le passé. La conséquence d'une telle action, ça serait finalement le rapatriement d'une partie de la chaîne de fabrication en France. C'est sympa quand je le dis. Maintenant, si on commence à le faire réellement, vous allez avoir beaucoup de gens qui vont vous poser des questions sur l'impact environnemental de telles mesures. Il faut en avoir conscience. Vouloir un pays sans usine, forcément, c'est sympa, mais vous aurez bientôt un pays sans emploi, puis on n'a plus de pays non plus. Voilà. Ensuite, j'ai parlé de l'initiative européenne des processeurs. En réalité, je pense qu'il faudrait être beaucoup plus ambitieux sur cette initiative européenne, il faudrait même avoir une initiative française sur les processeurs, d'autant plus que nous avons quand même un certain savoir-faire. Je pense notamment à ce qui se passe autour de Grenoble, puisque vous avez ST Microelectronics, vous n'avez pas que ST Microelectronics, vous avez toute une chaîne de recherche et de PME qui travaillent dans cette région-là, précisément sur les microprocesseurs. C'est quelque chose qu'on pourrait pousser. Quand on me dit oui, mais c'est pas possible, je rappelle quand même qu'on a fait la dissuasion nucléaire. Ça n'était pas gagné quand on voyait l'état de la France à l'époque. Je veux dire, allons-y aussi. Le vrai paradigme, en fait, la vraie condition pour que ça marche, c'est pas d'ouvrir un ministère à la souveraineté numérique. Parce que ça, les chargés de mission, vous allez les trouver en voiture, c'est pas le vrai. Le vrai souci, c'est de structurer, en fait, le marché, j'ai bien dit de structurer le marché national, dans un premier temps, de telle façon à ce que les produits qui soient fabriqués ici soient consommés ici, et achetés ici. C'est aussi simple, enfin c'est aussi simple, c'est très complexe, mais voilà, on va dire que c'est la première condition. Parce que sinon, vous allez avoir des phénomènes, les gens fabriquent des choses, et personne ne les utilise. Et pour ça, c'est probablement une des conditions et un des objectifs les plus durs en réalité, ce que je viens de vous expliquer. Alors, je vais terminer ce tour d'horizon en vous parlant de quelque chose qui fait le tour de tous les journaux, c'est l'intelligence artificielle. Comme dirait Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Mais l'intelligence artificielle, aujourd'hui, est en train de changer les choses, c'est vrai. La France, là aussi, a un très haut potentiel scientifique. Et non seulement a des chercheurs tout à fait chevronnés dans ces matières-là, mais en plus de ça, crée aussi des entreprises dans le domaine de l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, parce que beaucoup de gens pensent à l'intelligence artificielle comme étant, bah oui, c'est le chat GPT. Mais le chat GPT, c'est une chose. Si je vous parle d'intelligence artificielle prédictive, là, c'est quelque chose qui commence à aller beaucoup plus loin. Si je vous parle de systèmes, donc ces systèmes qui sont prédictifs et qui prennent des actions et qui prennent des décisions sur la base d'une série de remontées d'informations et de données, et donc qui, par eux-mêmes, ont la capacité de prendre finalement d'indépendance de jugement, ça va exister. Mais la véritable question, c'est comment pourra-t-on maîtriser, dans la mesure du possible, ce que certains appellent l'IA systémique, l'intelligence artificielle systémique. Ça, c'est le véritable sujet. Et aujourd'hui, vous avez un phénomène qui est connu dans tout le reste du numérique, c'est-à-dire que vous avez une zone américaine, une zone nord-américaine, qui est capable d'investir un argent absolument colossal sur ces sujets comme sur d'autres, dès qu'on arrive sur du numérique, et qui est capable aussi de se refinancer parce qu'en réalité, ils créent des champions qui eux-mêmes créent énormément de valeur. Et nous, on peut, même si on peut se dire qu'on n'a pas forcément la même taille, etc., on investit quand même beaucoup.
Et donc, vous avez peut-être pas une course aux armements, mais en tout cas, il est très très important de financer très efficacement cette recherche et aussi la création d'entreprises sur ces sujets-là. Tout en sachant que, bien entendu, il y aura de la casse, ça c'est patent. Voilà, ça c'est pour vous faire un tour d'horizon très global de la chose. Maintenant, une fois qu'on a ça, admettons que, bien entendu, nous ayons réussi à faire tout cela. C'est-à-dire que nous ayons réussi à avoir toutes les applications essentielles pour notre utilisation quotidienne, mais aussi l'utilisation des problématiques de logiciels d'entreprise. Admettons que nous ayons parfaitement réussi à maîtriser nos données, à maîtriser nos câbles, à maîtriser nos réseaux, à avoir des routeurs souverains, à avoir des processeurs fabriqués à Grenoble, etc., etc. Une fois que nous avons tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense que qu'en réalité, il faut réfléchir non pas tant à avoir quelque chose qui relève de, j'allais dire, une fois de la Grande Muraille de Chine, il ne s'agit pas de construire un mur. Être souverain dans le numérique, c'est pas construire un mur. Être souverain, c'est être en capacité d'influencer les autres. C'est ce que font les États-Unis avec leurs entreprises. C'est ce que font les Chinois avec leurs entreprises. TikTok. TikTok, c'est chinois. Hein, voilà. C'est ce que font les Russes, dans une moindre mesure, mais ils le font aussi. Ça, donc la capacité d'influence à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la recherche, au niveau technique, et au niveau des usages, c'est quelque chose qui est fondamental. Et on gagne en souveraineté, en réalité, en influence, quand on a cette capacité-là. Et donc finalement, ce qu'il faut, c'est de passer de la souveraineté numérique, nationale finalement, à l'influence numérique globale. Alors, dernière chose, et ensuite je laisserai les questions. Comment est-ce qu'on fait? Là, je vous expliquais le pourquoi, le comment. Maintenant, on va parler un tout petit peu du comment. Alors, la souveraineté numérique, comme je vous l'ai dit, ça ne se décrète pas par décret. Il n'y a pas de décret. Maintenant, si vous me permettez, dans mon expérience professionnelle, il est quand même arrivé de lire de vagues petites lois nationales qui ne sont jamais appliquées. Mais si on les appliquait, ça changerait beaucoup de choses. Est-ce que vous connaissez une très vieille loi, qui est une loi du 19e siècle? Le secret des correspondances. Le secret absolu des correspondances. Vous imaginez s'il y avait le secret absolu des correspondances en France sur Internet? Ce que ça donnerait? C'est une loi, hein? On ne l'a pas abrogée. On ne l'a pas abrogée, c'est toujours là. On va commencer comme ça. Et ça ne se décrète pas. Si déjà on commençait à appliquer les lois telles qu'elles sont, on pourrait déjà commencer à faire des choses. Rien qu'avec cette loi, on n'a pas fait des processeurs, mais on est déjà les deux. Le secret des correspondances. Et quand vous demandez quel est le secret des correspondances, c'est les correspondances postales, les correspondances téléphoniques, les correspondances par électronique. Voilà. Et des petites choses comme ça. Mais comme je vous disais, il y a et il existe tout ce qu'il faut à l'échelon international. Il y a tout le code que vous voulez pour commencer à faire beaucoup de choses. Maintenant, parce que comme je vous disais, ça ne suppose pas une fermeture. La souveraineté, ça n'est pas la fermeture. Le numérique, ça n'est pas la fermeture. C'est au contraire une capacité de pouvoir agir et reprendre ce qui nous intéresse. Ça, c'est très important. Maintenant, je vous ai parlé un petit peu du logiciel libre, et je vous ai dit que tout ça reposait aussi sur l'hypothèse que on utiliserait massivement du logiciel libre. Et c'est déjà le cas. En réalité, l'industrie du numérique utilise massivement du logiciel libre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça nécessiterait un effort qui ne serait pas sans rappeler l'effort de la planification qui a pu arriver à la française, hein, on a dit, voilà, la planification telle que ça a pu arriver dans les années 60, 70, c'est-à-dire un ordonnancement, on va dire, relativement intelligent, qui a essayé de faire ça le plus intelligemment possible, entre d'un côté un secteur privé qui a
sa liberté, son champ de liberté, son champ d'action, qui opère dans un milieu économique qui lui-même n'est pas que national, mais qui est international, et une puissance publique qui ne soit pas qu'un État stratège, qui soit un État qui soit planificateur, qui soit un État qui investisse, et qui investisse massivement. Alors, on va dire, oui, mais la France investit massivement dans le numérique, c'est vrai. Elle investit massivement dans le numérique, mais elle investit en faisant quoi? Du crédit impôt recherche. Oui, c'est sympa, mais il faut le faire mieux, puis peut-être faire, disons, on peut aussi investir dans la recherche. D'ailleurs, à ce sujet, savez-vous à combien, en termes de ratio, se monte la part de la recherche, donc du financement public de la recherche aux États-Unis? Plus de 80%. C'est-à-dire qu'il est supérieur à celui qu'on a en France. Voyez-vous, on est plus libéraux que les Américains. C'est important. C'est-à-dire que quand on vous vend le rêve américain, oui, mais ils ont fait Google. Bien sûr, ils ont fait Google. Bien sûr, ils ont fait Google. Oui, mais ils ont fait Uber. Ah non. Uber, quand même, perd toujours de l'argent. Uber perd toujours de l'argent. Ils ont calculé qu'il leur faudrait encore 1 milliard de courses par an pour commencer à devenir rentable. Mais vous savez qui continue à banquer? Les fonds d'État américains. Voilà. Quel intérêt? Oh, je sais pas, par exemple, savoir à n'importe quel moment qui prend une voiture, un point B, ça va être chaud. Pourquoi pas? Voilà. Donc, c'est très très important en fait de bien mesurer non seulement les ressources nécessaires pour ces enjeux, mais de mesurer aussi finalement l'importance de l'enjeu, parce que clairement, les Américains, les Chinois, les Russes, ils ne font pas ça pour rien. L'idée, c'est pas de faire plaisir à Bill Gates. L'idée, c'est de faire réellement quelque chose qui apporte un mieux, plus de bien commun à une société et à un pays. Donc, voilà, dans ce sens, et pour finir, on ne peut pas finir, je ne sais pas, on peut dire que si on peut parler de souveraineté numérique en France, ou de la souveraineté numérique de la France, on ne parlera pas de stratégie d'isolation, ou même de réinvention de la roue, mais on va beaucoup plus parler plutôt d'une vision, d'une discipline, avec des moyens mis en œuvre pour parvenir à maîtriser ce champ qui est complexe bien entendu, mais parvenir à maîtriser le numérique en tant que nation et à pouvoir exercer notre influence dans le monde. Merci. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.